Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous retrouvez à la télévision à 20h30 via vos box. Vous nous trouvez également tous les jours en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, léger faux départ pour le chancelier Friedrich Merz, à qui il aura fallu 2 tours de scrutin au Bundestag pour être élu officiellement chancelier à la suite d'Olaf Scholz. C'est une première dans l'histoire allemande. Le premier tour de scrutin a été un échec pour Friedrich Merz et le marché a répondu à cette situation politique compliquée en Allemagne. On a vu le DAX sous-performer au cours de la séance. Pauline Gratel vous racontera ça dans un instant. Friedrich Merz, au final, a bien été élu chancelier allemand pour un mandat dont les investisseurs attendent beaucoup. Les 100 premiers jours de Friedrich Merz, ce sera également un feuilleton à suivre avec beaucoup d'attentes qui ont été créées après cet accord de coalition qui prévoit le déploiement d'investissements sans commune mesure dans la défense et dans les infrastructures en Allemagne au cours des prochaines années. Du côté des marchés, la situation est relativement calme aujourd'hui, des indices plutôt en retrait, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, dans l'attente du grand rendez-vous de la semaine, à savoir les rendez-vous de banque centrale et notamment la décision et surtout la communication attendue de la part de la Réserve fédérale américaine et de son président Jérôme Powell demain soir. Sans surprise, le marché s'est calé sur l'idée d'un nouveau statu quo, une pause qui va se prolonger encore un peu. La question étant de savoir si les risques sont toujours symétriques sur la croissance, sur l'inflation. Est-ce que la balance peut évoluer et est-ce que la Fed pourrait être prête à baisser ses taux à partir de cet été comme le marché l'anticipe aujourd'hui? Discussion à suivre sur ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous évoquerons les enjeux de l'autonomie stratégique européenne à travers la dimension financière. Et c'est l'agence de rating Scope Ratings qui sera avec nous dans ce dernier quart d'heure et son directeur pour l'Europe de l'Ouest, Marc Lefrèvre, qui sera notre invité dans cette émission. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et à la une, aujourd'hui, ce coup de théâtre en Allemagne. Oui, Friedrich Merz s'est fait recaler par les députés du Bundestag. Alors que ça devait être une simple formalité, Merz échoue à être élu chancelier allemand dès le premier tour. Du jamais vu dans l'histoire de l'Allemagne. La majorité des 316 voix est manquée de peu, puisque seules 310 voix ont été recueillies. Sur le papier, ça aurait pu passer dès le premier tour, car l'alliance des conservateurs avec les sociaux-démocrates compte 328 députés. Les députés ont voté à nouveau à 15h15 dans l'après-midi et Friedrich Merz a finalement été élu à l'issue du second tour avec finalement 325 votes pour sur 618, obtenant la majorité absolue. Oui, ce que je disais en introduction, le marché a été attentif à la situation et on a vu le DAX trébucher après les résultats du premier tour et l'échec au premier tour de Friedrich Merz. Oui, l'indice allemand a chuté de plus de 1,5% avant de réduire ses pertes puisqu'il recule de 0,5% en fin de séance. Ailleurs en Europe, la tendance est également négative pour l'ensemble des indices. Le Stoxx 600 évolue en léger repli. Le CAC 40, lui, cède environ 0,5% et tourne autour de 7700 points. Aux États-Unis, les indices ouvrent en repli de l'ordre de 1% pour le S&P 500 et de 1,3% pour le Nasdaq. Les investisseurs sont dans l'attente du rendez-vous de la semaine, la décision monétaire de la Fed demain. Que dire dans ce contexte des équilibres des marchés obligataires, Pauline? En Europe, le rendement allemand à 10 ans reste assez stable, même après l'échec de Friedrich Merz, autour de 2,55% aujourd'hui. Le rendement britannique de même échéance, qui s'était tendu hier, monte encore un peu et s'établit autour de 4,60%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable à 4,35%. Du côté des changes, les devises asiatiques sont sous surveillance après l'envolée du dollar taïwanais hier face au dollar américain. Aujourd'hui, l'indice dollar reste sous pression. L'euro-dollar, lui, est globalement stable autour de 1,1350. Côté macroéconomie, sans grande surprise, on a vu un déficit commercial américain record à nouveau pour le mois de mars. Il atteint 140 milliards de dollars le mois dernier après 125
23 milliards en février, avec toujours le même phénomène d'anticipation des tarifs mis en place début avril. En zone euro, les prix à la production industrielle du mois de mars s'établissent en repli de 1,6% sur un mois après une progression de 0,2% en février. Sur un an, ils ressortent en hausse de 1,9%, globalement conforme aux attentes. Les résultats d'entreprise avec la saison de publication qui se poursuit et des investisseurs particulièrement sévères avec les résultats de Palantir. Oui, malgré un relèvement des objectifs annuels de Palantir Technologies, le titre plonge de plus de 9% à l'ouverture de Wall Street. En même temps, les attentes des investisseurs étaient très élevées pour un titre qui a progressé de 400% depuis un an. Le groupe fait état d'une forte demande de logiciels d'intelligence artificielle. Le chiffre d'affaires est supérieur aux attentes au premier trimestre et les bénéfices sont conformes aux attentes. Dans le secteur automobile, Ford a également suspendu ses prévisions. Oui, craignant l'impact des droits de douane imposés par Donald Trump, Ford a suspendu ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025. L'entreprise annonce que les prélèvements vont coûter 1,5 milliard de dollars de bénéfices ajustés avant intérêts et impôts. Le titre évolue en léger repli dans les premiers échanges. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs, Pauline ? Demain, la journée sera rythmée par la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine qui devrait opter pour un statu quo. Côté micro, les investisseurs arbitreront les résultats d'AXA publiés ce soir après la clôture. En France, toujours Legrand et Veolia sont attendus. À l'international, Novo Nordisk publiera également ses comptes, tout comme Uber et Walt Disney. Pauline Gratel avec nous chaque soir pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Sopel est avec nous, chef stratégiste de Quintet Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Greg. Merci d'être là, ravi de vous accueillir dans cette émission. À nos côtés également Edmund Ching, Global CIO de BNP Paribas Wealth Management. Bonsoir Edmund. Bonsoir Grégoire. Et Igor Demac qui est à nos côtés également ce soir, directeur associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Messieurs, oui, commençons. Oui, le petit faux départ de Friedrich Merz, on aurait pu reléguer ça au rang d'anecdote. C'est peut-être une anecdote passagère, mais le marché a quand même répondu au fait que Friedrich Merz, après avoir sécurisé un accord de coalition et 328 sièges au Bundestag, n'a pas réussi à rassembler la majorité suffisante au premier tour de son élection. Oui, ça montre qu'il commence avec un capital politique relativement faible. En tout cas, c'est une première. Il a eu la fumée noire, et comme le conclave de demain qui commence. Mais bon, après, on sait que l'Europe, en tout cas son cœur, la France et l'Allemagne ont des vrais sujets, pas que politiques, budgétaires, de réindustrialisation, enfin de compétitivité pour l'industrie allemande, puisque la ressource en énergie peu chère a disparu. Donc c'est des vrais sujets. C'est normal que la politique reflète aussi toutes ces contradictions. Et puis ça montre la difficulté politique de la tâche de Frédéric. On a déjà parlé de lui, du bazooka, de la manière dont il avait réussi à nouer cet accord de coalition. Pour autant, tout est encore à faire. Et c'est vrai que le capital politique dans cette affaire, c'est quelque chose quand même d'important. Il ne faut pas présenter les gens comme des icônes avant qu'ils aient travaillé déjà. Et puis ensuite, le consensus ne fait plus partie véritablement du cœur du système allemand. Et encore moins chez nous, puisqu'il n'en a jamais été question. Et c'est ça qui est difficile, à mon avis, pour les mois et années à venir. Bon. Mais ça n'enlève rien aux attentes et à l'enthousiasme qu'on a pu avoir de ce pivot allemand de politique économique et budgétaire. Non, mais c'est reflété dans les valorisations. On évoquait le DAX qui était à son plus haut. Donc, j'allais dire que les investisseurs ils ont déjà fait le travail. Après, il ne faut pas les décevoir. Sinon, c'est ça. Ça va vite repartir. Je n'y crois pas, mais les attentes sont assez élevées sur ce sujet. Nicolas, qu'est-ce que le commentaire sur le petit faux départ de Friedrich Merz, et puis une fois qu'il a été élu, qu'est-ce qu'on attend de lui? Et son discours hier soir était de dire je vais aller vite, je vais vite être sur le terrain, et donc il y a l'idée quand même d'avoir là aussi une forme de 100 jours assez actif, quoi. D'une certaine façon, il y a urgence. On le voit dans un monde qui est beaucoup plus fragmenté, plus polarisé. Ce qui s'est passé en début d'année, les négociations ou les tentatives de négociation des États-Unis avec la Russie et l'Ukraine ont montré qu'il fallait agir vite. Donc, j'ai pas envie vraiment de m'arrêter sur le petit couac de départ. Certes, comme Igor l'a dit, ça
ça montre qu'il y aura des challenges politiques en Allemagne. Mais je suis soulagé dans la mesure où ça nous enlève au moins ce phénomène d'incertitude. On ne va pas vers un troisième vote ou vers de nouvelles élections qui auraient pu avoir des conséquences un petit peu plus dramatiques. Donc oui, voilà, il faut accélérer, on le sait. Ce qui continue de me rassurer, c'est que ces plans de relance ont été quand même approuvés de manière assez rapide en début d'année. Donc, je pense quand même que le pouvoir politique va dans cette direction d'agir très rapidement. Bon, on en reparle dans 100 jours, mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur... Ça nous enlève de l'incertitude, on n'en a pas besoin en ce moment, on a déjà tout notre lot d'incertitude de l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà, laissons-lui un petit peu la chance de lancer sans problème. De délivrer effectivement ce qui a été consacré dans un accord de coalition. C'est avant tout bon pour l'Allemagne et pour les actifs allemands. C'est bon pour l'Allemagne et l'Europe dans son ensemble, Nicolas ? Oui, d'une certaine manière. Alors certes, maintenant, les valorisations on le voit avec le DAX au plus haut. C'était intéressant, pour nous, en début d'année, de revenir un petit peu sur les actions européennes de ce nouvel élan. À long terme, c'est quand même un changement structurel. On a souffert en Europe pendant des années de sous-investissement, de productivité en baisse qui a conduit à la faiblesse de l'euro, à la sous-performance des actifs européens. Donc, de ce fait, ça reste encourageant. On devrait continuer à voir les développements positifs. Le marché restera évidemment attentif parce que les attentes sont grandes. Mais j'estime que nous allons dans la bonne direction et que effectivement, quand on casse le dernier plus haut, c'est ce que le DAX est en train d'essayer de statistiquement, c'est plutôt bon pour la suite, c'est ça de limite. Et bon, je n'ai pas envie d'être non plus trop optimiste, donc il faut rester prudent. En Europe, les choses parfois prennent un petit peu de temps. Mais voilà, j'estime que c'est plutôt dans la bonne direction. C'est difficile, d'ailleurs, j'imagine, pour le marché de quantifier les résultats d'un plan de long terme comme celui qui a été dessiné par Friedrich Merz. À ce stade, qu'est-ce que vous dites ? Les actifs allemands, que ce soit le Bund ou le DAX, reflètent plutôt bien ce que les investisseurs sont en capacité d'anticiper aujourd'hui. Je pense que les vrais catalyseurs de l'Europe aujourd'hui sont moins l'Allemagne et plutôt les coûts énergétiques qui sont en baisse. Oui. Mais il faut qu'ils continuent de baisser et ce sera bon, ce sera bon pour surtout l'économie allemande. Tout ce qui est manufacturier est très consommateur d'énergie. Oui. Et donc avec une énergie chère, ça nous coûte en termes de compétitivité, mais ça c'est en train de changer maintenant. Deuxième point, bien sûr, les taux d'intérêt, surtout le taux directeur de la BCE qui baisse toujours. Et nous estimons, nous tablons sur un taux directeur de la BCE aux alentours de 1,75 avant la fin de l'année, qui va nous aider encore un peu plus. Ouais. Donc, le joker, c'est toujours l'Ukraine. Si jamais il y a un cessez-le-feu en Ukraine, on ne sait pas, mais si jamais il y en a, ça va être aussi un catalyseur potentiel pour l'Allemagne, pour la Pologne, pour plein de pays en Europe. Ça permet d'éliminer encore une partie de la prime de risque sur les actifs européens. Elle est toujours là, cette prime russo-ukrainienne ? Bien sûr, et en plus, les coûts énergétiques vont baisser encore, parce que les primes de risque intégrées toujours dans le prix, surtout le prix des gaz naturels, auquel on est très sensible en Europe. Donc, s'il y a un cessez-le-feu en Ukraine, surtout avec un allègement des sanctions contre la Russie, peut-être on va commencer à voir le gaz moins cher enfin. Allègement des sanctions ou au contraire renforcement ? J'ai l'impression que l'Europe est plutôt en train d'essayer de discuter pour... Il dit ça, mais en fait... je finis juste. Bon, pour interdire ce qu'on n'a pas interdit jusqu'à présent, c'est-à-dire l'utilisation et l'importation de gaz russe. Le pétrole russe a été banni. À l'horizon de 2027, tu peux changer avant 2027. Donc c'est l'idée d'interdire le gaz russe au moment où peut-être... il dit ça aujourd'hui pour mettre la pression maximale sur Poutine. D'accord. Ça a du sens. Mais enfin, si c'est pour quand même atteindre ça, c'est feu, un allègement de sanctions, c'est peut-être pas idiot. Votre intime conviction, c'est qu'on ne se privera pas totalement non plus du gaz russe ? Parce que politiquement, c'est une chose. Économiquement, c'est autre chose. Complètement autre chose. Et donc, surtout pour l'Allemagne, je pense que la priorité va être plutôt économique que politique à un moment donné. D'accord avec ça, Igor ? Sur le risque, moi j'en ai souvent parlé ici, c'est le dernier chapeau de risque qui reste sur les actifs
je dirais, européen, à part les problèmes structurels de croissance, où en Europe, il n'y a pas de croissance. Donc ça, on le sait. Il n'y a pas d'extrêmement bonne surprise sur le plan macroéconomique à attendre, en tout cas du cœur. Je ne parle pas de l'Italie, de l'Espagne, mais c'est des petits marchés financiers, donc on ne peut pas bâtir toute une stratégie là-dessus. L'Ukraine reste un risque latent sur les actifs européens, mais moi je suis tout à fait de cet avis. Je pense qu'on est dans ces phases de négociation et une paix, c'est fait pour qu'il y ait moins de risques de tous les côtés, évidemment militairement, mais aussi économiquement. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire la paix. Sinon, on continue à faire la guerre, à fabriquer des canons, etc. Donc on verra, mais ça c'est un sujet qui pèse en tout cas sur notre continent. Donc la menace d'interdire le gaz russe en Europe à horizon 27 ou je ne sais pas, pour vous, vous le voyez plus comme un levier de pression aujourd'hui dans un contexte où moi, j'ai quand même ça discute, quoi. que toutes les sanctions qui ont été appliquées n'ont pas vraiment changé le cours de la guerre. Donc peut-être que la façon de procéder, c'est à l'inverse, si on veut la paix. C'est pas sûr que tous ceux qui veulent la paix la veulent vraiment aussi. Mais en tout cas, comme il a été dit, il y a déjà des discussions et c'est vraiment un risque parce qu'on ne sait pas avec ce conflit si ça peut pas dégénérer. En fait, on a toujours la peur d'un conflit qui sort de l'Ukraine, etc. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais tant qu'il est là, on peut pas l'exclure. Donc ça, c'est vrai pour l'Europe. Après, la croissance en Europe, bon, il y en a pas, quoi. Enfin, il y en a pas et ça fait longtemps qu'il y en a plus. Oui. Voilà. Donc, on est accroché à la croissance mondiale, mais nous-mêmes, on a un peu du mal à en créer, en engendrer par nous-mêmes. Bon, si on en vient à la partie américaine, comment vous avez vécu ce mois d'avril, Edmund? Alors, est-ce que le sentiment du pire est derrière nous? Est-ce que le pic de la menace tarifaire a été franchi? Et si oui, maintenant que le marché a encaissé le choc, puisqu'on est revenu globalement sur les niveaux qui prévalaient avant le 2 avril et Liberation Day, quand est-ce qu'on va voir l'économie réelle absorber ce choc? Oui, je pense pendant le mois d'avril que Trump a été obligé de faire un peu marche arrière par le marché obligataire. Parce que le problème, c'est qu'on a tant d'émissions à financer aux États-Unis en 2025. Là, il ne veut absolument pas que le taux obligataire remonte. À 5%, ça fait mal, quoi. Même avant 5%. Même avant 5%. Et donc, Scott Bessent va tout faire pour baisser les rendements obligataires pour rendre le refinancement des obligations aux États-Unis plus facile. D'accord. Voilà. Ça, c'est le plan, en fait. Ça, c'est le plan. Avec un dollar plus faible aussi, ça aide un peu aussi. Ouais. Franchement, parce que si on parle de quand même redynamiser l'industrie américaine, il faut quand même être compétitif, il faut un dollar plus faible, qui vient de commencer, mais on a quand même tout un parcours à faire. Il y a encore de la place. La baisse du dollar, là? Ah oui, si on regarde l'indice dollar en termes pondérés par le commerce, selon la Fed, on est quasiment le plus haut depuis 85, toujours. Donc on peut beaucoup baisser. Hein. Et là, parce que des cycles de baisse du dollar, il y en a, mais il n'y en a pas non plus tous les 4 matins. Mais là, pour vous, on est vraiment dans un cycle de baisse du dollar. Oui, parce qu'économiquement, ça fait du sens. Et politiquement, c'est souhaité par l'administration de Trump. Donc, elle est des deux côtés. Et donc, je pense aussi que ça fait partie des négociations avec les autres pays sur les augmentations de droits de douane. On diminue les tarifs, mais du coup, vous, par exemple, les Taïwanais, vous faites quelque chose avec la devise, quoi. Donc c'est ce qu'on a vu sur le dollar taïwanais en début de semaine. Ça veut dire que explicitement la question du taux de change est traitée dans ces négociations bilatérales. Même si c'est pas dit ouvertement, c'est clair. Pour moi, c'est clair que c'est le cas. Le Japon aussi, hein. On attend. Le Japon, ça va être un playbook intéressant. C'est pays amis, stratégique, etc. Et il y a déjà eu l'idée entre ministres que oui, le taux de change va être un sujet de discussion. Et voilà, ça peut aider aussi les Japonais parce que pour la première fois depuis des décennies, ils ont quand même un peu d'inflation. Oui. Donc, laisser remonter le yen. Laisser remonter le yen va aider un peu l'inflation domestique quand même. Bon, si on est dans un cycle de baisse du dollar, comment on gère ça? Ça veut dire, quand on s'expose au marché américain, aujourd'hui ou demain, il faudra être hedgé désormais contre la baisse du dollar. Soit on diminue la position. Diminue la position dans les portefeuilles. Et pour moi, c'est plutôt le deuxième, parce que honnêtement, les investisseurs qui sont investis aux États-Unis depuis longtemps, ils ont profité de deux phénomènes. L'exceptionnalisme américain en termes de la tech et tout, donc la bourse, mais aussi le dollar. Bien sûr. Et bon, aussi, on a les deux tendances
qui étaient les tendances haussières, qui ont maintenant peut-être plutôt les tendances baissières ou stables. Peut-être c'est le moment de faire une petite prise partielle, une prise de profit partiel, et donc réinvestir dans les autres zones géographiques et les autres classes d'actifs. Ouais. Sur la baisse du dollar, Nicolas, qu'est-ce que vous en dites chez Quintet Banque Privée? Est-ce que vous avez une conviction là aussi que c'est un vrai cycle de dépréciation du dollar? Et derrière cette dépréciation du dollar, est-ce que c'est aussi le statut du dollar qui change, ou la perception du statut du dollar qui change chez les investisseurs? Oui, ça c'est marrant parce que c'est une question qui est revenue très souvent, la dédollarisation de l'économie, etc. Donc pour l'instant, oui, conviction que le dollar va se déprécier pour plusieurs raisons. Il y a les facteurs fondamentaux, le déficit, même si on sait que Scott Bessent veut réduire le déficit fiscal, il y a le déficit de la balance commerciale. Ce sont des facteurs fondamentalement bearish pour le dollar. Est-ce qu'il y a pour l'instant, je ne dirais peut-être pas une défiance envers les actifs américains, mais en tout cas une méfiance, un questionnement, naissant, un questionnement, oui, tout simplement, puisque un tel niveau d'incertitude vous fait poser les questions. Est-ce que pour faire baisser, comme Sigmund disait, pour faire baisser les rendements obligataires américains, donc on essaie de faire ralentir l'économie américaine, ça a un risque baissier pour le dollar. Alors, est-ce que c'est le moment vraiment de faire baisser le dollar américain, sachant que la rapatriation des industries sur le sol américain ne s'est pas encore faite? Les Américains continuent d'importer massivement de la Chine et du reste du monde. Donc ça, c'est aussi un risque à prendre en compte. Structurellement, baissier sur le dollar, il y a peu de facteurs fondamentaux, techniques qui vont dans la direction en dehors d'un petit rebond technique du dollar, mais là, plutôt orienté à la baisse sur le long terme, ce qui va avoir des conséquences sur la performance relative des actifs. Vous l'avez dit, Grégoire, tout à l'heure, c'est que ce sont en général des tendances qui durent plusieurs années. On l'avait vu donc avant l'éclatement de la bulle Internet, donc un dollar qui s'apprécie, donc des actifs américains qui surperforment leur pair. Ouais. L'éclatement de la bulle Internet a engendré un retournement. Les pays émergents étaient vraiment émergents, parce qu'avant la bulle Internet, avec la crise en 1997, la Myanmar Crisis en Thaïlande et dans le reste de l'Asie, ces pays émergents étaient vraiment train d'émerger, mais ils ont vraiment émergé dans les années 2000. La crise financière a été un autre tournant, une crise de qualité. Les investisseurs se sont ensuite tournés avec tout ce qui restait d'actifs, on va dire AAA, avec l'argent gratuit aux États-Unis, les taux à zéro, plus le boom de productivité, le cycle d'investissement dans l'IA qui s'est manifesté, on va dire, ces dernières années. Et en fait, on voit qu'à chaque fois, il y a un grand catalyse, il y a un grand changement. C'était la bulle Internet, la crise financière de 2008-2009. J'ai pu croire, c'est vrai, en 2020, peut-être à un tournant, mais ça a été que temporaire, cette baisse du dollar, parce que le cycle d'investissement dans l'IA a continué, donc ça génère de la productivité, ça attire les capitaux. Est-ce que... Alors, je crois que c'est Jamie Dimon qui l'a dit, c'était America First, c'est bien, mais si on va vraiment dans America Alone, les États-Unis tout seul, est-ce que ça peut être vraiment un changement structurel? En tout cas, ça rajoute ce niveau en tout cas de méfiance envers les actifs américains. De manière générale. C'est une dépréciation du dollar ou c'est une perte de statut du dollar? Non, c'est trop tôt. Perte de statut, il faudrait démontrer que les États-Unis n'ont plus l'avance technologique, sont en déclin structurel, démographique, économique. Bon, il y a quand même beaucoup de conditions. Après, le dollar, il a été à 1,60 au pire. Oui, donc bien sûr. Il y a de la marge. Après, ça fait partie de la stratégie commerciale, d'évaluer sa devise. C'est vieux comme le monde. C'est ce qu'on peut plus faire avec l'euro. En tout cas, nous, la France. Donc, on voit bien que c'est... Donc, pour l'instant, j'allais dire, pour le coup, ça, c'est un de ces... C'est la partie du plan qui marche, quoi. Oui, la partie du plan qui n'a pas marché, c'est un moment où les taux sont remontés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire baisser le dollar, quoi? Sauf que il faut que les monnaies, c'est des flux. Donc, si ça sort des États-Unis, ça va quand même baisser. C'est bête que... Oui, c'est mécanique. Et mécaniquement, l'euro remonte. Mais structurellement, je crois que c'est un peu prématuré pour dire les États-Unis ne seront plus les talons monétaires. Après, il y a des vases communicants, les grands investisseurs se rééquilibrent. Nous, on avait on avait dit les portefeuilles sont un peu trop sous-pondérés en actions américaines tout au long de l'année 2024 et à l'élection de Trump.
un peu follow the trend. Ouais. Mais maintenant, je dis, on n'en a pas assez pour diminuer, c'est pas assez pondéré, mais effectivement, il ne faut pas se précipiter tout de suite, parce que normalement, si ces deux mécanismes de rétablissement d'un déficit commercial plus modéré et un assainissement budgétaire, ça doit faire remonter la monnaie. Puisque, en fait, une monnaie forte, c'est quand même le signe d'une économie qui est mieux gérée. D'accord. Et Mais dans la période de transition, ça peut amener le dollar plus bas, quoi. C'est un peu le couteau qui tombe, là. J'entends. C'est falling knife. C'est pas la peine d'y aller tout de suite. On verra pas les résultats avant plusieurs trimestres. Et la contrepartie de toute cette agitation qui fait baisser le dollar, c'est quoi? C'est une récession que Donald Trump appelle une période de transition, mais qui va quand même arriver dans l'économie américaine. Alors, à quelle vitesse, à quelle échéance? C'est une question. Hein, parfois, soit candides, soit ne connaissent pas l'histoire. C'est qu'il n'y a pas de croissance économique. Je crois que c'est l'Australie qui a enchaîné 25 années de croissance. Mais à un moment, pour faire des efforts structurels, il faut faire baisser son économie. Donc, ça a été le cas lorsque le FMI débarque en Grèce, dans le pays d'Europe du Sud qui se sont magnifiquement redressés, mais au prix évidemment d'efforts sociaux et puis financiers. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça son projet et quand il dit préparez-vous à mourir entre guillemets financièrement un peu non, il dit alors maintenant il dit c'est plus 30 poupées, ce sera 2. Ouais. Ben non, mais c'est la même histoire, hein, de toute façon. C'est la chanson de Paul Naref. C'est la qui fait long, quoi, mais... Et en plus, elles seront plus chères, les deux. Mais là où il y a un vrai sujet, c'est un sujet de comportement du consommateur, enfin de sociétés qui sont drivées uniquement par la surconsommation, même pas la consommation. Et c'est ce que ça dit, cette petite allusion. Non, mais c'est pas totalement dénué de bon sens. De produits sur Amazon, made in China, bon, on va quand même rééquilibrer un petit peu. Non, mais ma question, c'est est-ce que le marché est positionné pour ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on a perdu jusqu'à près de 20% sur le S&P 500 avant de rebondir très vite? Est-ce qu'on a intégré tout ce qu'on vient de dire là aujourd'hui ou pas encore? Non. Non, non. Avec pour les secteurs estimés à 20-21, surtout que c'est sûr que non. D'accord. Donc ce rebond-là qu'on observe depuis 2 semaines, pour vous, c'est plutôt un rebond pour vendre. Ouais, voilà, exactement. Surtout les 7 magnifiques, c'est le moment de prendre un peu les profits. C'est vrai que Microsoft a fait des très bons résultats, mais quand même, je pense que c'est toujours le moment de rééquilibrer les portefeuilles un peu. Comment vous voyez la séquence deal? Parce que là, à un moment, alors on a eu le pic Liberation Day, mais là, les deals vont arriver. Jamie Dimon, c'est ce qu'il demandait il y a encore 2-3 semaines. Là, il faut délivrer. Donc, mais les deals, pour faire des vrais accords, il faut entre 12 et 18 mois minimum. Mais on peut faire des accords en principe, et après, les détails, c'est autre chose. Un petit mémorandum comme ça, sur une feuille. Je pense que là, ça, on va en signer, ça. Ils vont signer ça avec le Japon, l'Inde, avec le Corée du Sud, parce que je pense que c'est pas compliqué. Après, pour les détails, c'est autre chose. Ça va prendre du temps. D'accord. Et ça participera quand même à faire baisser un peu la pression je pense, oui. globale. Oui. Ouais. Et c'est quand même intéressant de voir l'évolution des marchés de crédit, notamment high yield, les spreads qui se serrent encore une fois. Donc pour moi, le risque, il est toujours un risque, mais le risque quand même diminue. Donc, c'est ça. L'idée d'une normalisation tarifaire. On est d'accord, le risque diminue, mais j'ai l'impression que le marché est trop concentré sur cet effet d'annonce, d'attendre qu'il va y avoir un deal. C'est Trump. Voilà, c'est Trump, mais en fait, il ignore un petit peu le deuxième effet, j'allais dire, qui se coule, qui va pas être potentiellement très cool pour le coup, parce que si on reprend un petit peu l'analogie de ce qu'on a en tête d'une dernière correction, on va dire, pendant le Covid, du 20 février au 20 mars 2020, bon, on était tous à la maison, après avoir justement acheté beaucoup de choses sur les plateformes de commerce en ligne, on s'est mis à acheter des actions, ouvrir des plateformes de trading, parce que dans un premier temps, les banques centrales avaient coupé les taux à zéro. Alors, est-ce qu'on est dans cette situation aujourd'hui? Non. Et la deuxième, ce qui a supporté le rallye, et c'est la question qu'on se pose, est-ce que ce rallye a des jambes actuellement? Ce qu'on avait, c'était les espoirs de vaccins. Quel est le vaccin actuellement? Est-ce qu'on en a? Alors, voilà, on pourrait se dire, c'est un revirement. C'est pas la même incertitude, vous dites? Non, c'est un revirement. Est-ce que Trump va totalement revirer sur les droits de douane?
Peu probable. Si jamais le faisait, quel dommage sur l'économie. Et de toute façon, c'est pour ça que je dis le marché est concentré sur ces effets nouvelles, mais on le voit dans les négociations. Pour l'instant, il n'y en a apparemment pas avec la Chine, mais même si on venait à baisser, les États-Unis venaient à baisser les droits de douane de 145 à 65 ou même 50%, ce serait toujours, X beaucoup fois plus que les bien 20% sûr. qu'il y avait au départ. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui nous dit, bon, soyons prudents pour le moment. C'est peut-être pas le moment le plus opportun de rajouter du risque aveuglement, surtout après le rebond qu'on a eu ces 2 dernières semaines. Ouais, effectivement, qui a été à la hauteur de la baisse qui avait prévalu dans la séquence du 2 avril au 9 avril. Igor, oui, ce rebond des marchés américains, il faut le prendre avec un peu de distance. Oui, c'est un peu rapide. Ouais. Après, avec Trump, on a quand même le bénéfice du passé. Trump 1, Trump 2, donc on voit comment ça s'est déroulé. Sauf que là, il y a plus de volatilité parce que les mesures sont plus radicales. Mais j'ose imaginer qu'il ne va pas passer 4 ans à faire des annonces contre annonces sur des tarifs et qu'à un moment, ça va être fixé. BCN prépare un peu la séquence. N'oubliez pas, la dérégulation, ça arrive. Les baisses d'impôts, puisque les tarifs vont faire et puis, il négocie tomber des milliards de dollars. L'accord nucléaire en Iran, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Donc, pour que ça ait un effet et qu'il puisse partir en disant « je suis le meilleur », il faut que ça soit quand même assez rapidement mis en exécution. Après, je ne le souhaite ni ne le souhaite pas. Le sujet, c'est qu'on sait bien qu'il ne va pas mettre 4 ans à fixer les tarifs pour que ça ait un impact, celui qu'il souhaite. Mais pour négocier, ce que disait Charles, c'est qu'il faut être deux quand même. Ouais. Il faut quand même qu'en face, il aussi n'est pas sûr que la Chine ait tout à fait intérêt à, elle, accélérer pour l'instant les choses. Le temps joue en faveur de Pékin. Le temps joue toujours pour l'Asie. Parce qu'ils ont une vision du temps qui n'est pas la vision de quelqu'un qui est élu pour 4 ans, déjà, puisqu'on n'élit pas pour 4 ans le président de la Chine. Et de toute façon, c'est des façons de raisonner, l'Inde, la Chine, qui ne sont pas nos façons de raisonner. Bon, après non, mais, oui, j'entends. Parce qu'enfin, pour le consommateur américain, on n'a pas d'impact des tarifs pour l'instant. Le premier impact va arriver fin mai, fin de ce mois-ci. Et la micro aussi, voilà. Impactée maintenant. Et voilà, on va voir après fin mai comment ça va se passer chez les ménages. Si les ménages vont dire « oh là là, ça fait mal », ils vont mettre la pression sur Trump, on a les élections midterm de l'année prochaine, attention, ça va jouer à un moment donné. Après, pour l'instant, ça ne joue pas. J'entends. Après, dans le rapport de force Chine-États-Unis, on a passé une bonne paire d'années à évoquer la Chine ininvestissable, les problèmes structurels de la Chine, démographiques, immobiliers, une Chine empêtrée qui a du mal à se relancer, des risques sociaux qui montent. On a décrit ça quand même pendant des mois et des trimestres. Donc la Chine, je veux bien qu'elle soit dans un rapport de force équilibré avec les États-Unis, mais c'est pas non plus, ça reste aussi un géant avec des pieds fragiles. Oui, non, ça fait mal à aux Chinois aussi. Cette guerre-là, ça peut lui faire mal. Ça fait peut-être quand même. plus mal aux Américains, plus vite. Ouais, mais c'est quand même ça fait du mal. Tout le monde est perdant. Ah ouais. Voilà, tout le monde est perdant. Et même les Chinois, ils le savent. Ouais. Ils le savent. Simplement, ils veulent les bonnes conditions. Le point de départ doit être bon pour eux. C'est tout. D'accord. Et bien sûr, ils veulent baisser les tarifs des deux côtés. Hein. Ouais. C'est évident. D'accord avec l'idée que la Chine, que à court terme, en tout cas, les États-Unis ont plus à perdre que la Chine là dans la stratégie menée par Oui, Trump. totalement. Je pense qu'il y a déjà un mauvais calcul de la part des États-Unis, la façon d'aborder les négociations avec la Chine, et puis peut-être pas avoir compris que ça fait des années que la Chine essaie de rebalancer son économie. En dehors de trouver des poupées ou des biens que l'on trouve sur le dollar store, sur les étagères du dollar store aux États-Unis, la Chine a quand même changé son économie, produit des téléphones qui surperforment. Ils produisent du haut de gamme et de la tech à haute valeur ajoutée. Mais c'est toujours de la production, quoi. C'est toujours de la production, mais avec un plan de le economic rebalancing, c'est aussi d'avoir une économie qui est beaucoup plus domestique et un petit peu plus, on va dire, isolée d'un point de vue. À chaque crise, on voit bien qu'ils sont crispés. Alors oui, il y a un grand plan pour la consommation, c'est la priorité, etc. Mais chaque moment très difficile, il n'y a pas d'autre moyen que de rester à faire tourner les capacités de production et exporter, quoi. Oui, exactement. Et donc c'est ce qu'on avait vu dans les bank lending, c'est que
à un moment, ils ont arrêté justement de supporter le secteur immobilier et sont allés vers le secteur industriel. Et c'est pour ça qu'on est arrivé sur ce boom de production. Je parlais des téléphones, des voitures, etc. Mais voilà, on attend toujours de la Chine après, dès qu'il y a un petit ralentissement, qu'elle sorte le bazooka fiscal, comme on dit. La Chine nous a montré au cours de ces dernières années que c'est vraiment une période, on va dire, plutôt court terme de douleur entre guillemets, pour des gains sur le long terme. Il y a un pouvoir qui, justement, on en parlait, qui ne change pas tous les 4 ans, mais qui reste en place pour des années. Je pense que ils savent où ils sont, ils ont les armes. On en parle peu, mais lors du Trump, le premier mandat de Trump, les Chinois ont ciblé le secteur agricole américain. Bien sûr, il a fallu subventionner les farmers américains. 200 milliards de dollars, je crois, c'est le chiffre que j'ai en tête. Oui, enfin, c'est des chiffres. Voilà, oui. Mais là, on est en train de repréparer un plan pour soutenir les farmers américains. Hein. Exactement. Tout ce qui avait été gagné, on va dire, en revenus de droits de douane a été dépensé pour soutenir le secteur agricole américain. Donc, ils savent où appuyer. Mais comme le disait Igor, pour le moment, il y a pas, dans une guerre commerciale, il n'y a pas de vainqueur. Effectivement, si la production ralentit en Chine, si des entreprises de téléphonie mettent leur production en dehors de la Chine vers simplement l'Inde, forcément, le travailleur chinois va en souffrir. Donc, il n'y a pas de vainqueur, mais voilà, les douleurs vont être partagées. Ouais. Et tout le monde est dans la recherche des gains de long terme maintenant, voilà, dans ces stratégies. Que disent les entreprises dans ce contexte-là, celles que vous écoutez, dans cette saison de publication de résultats, Igor? Qu'est-ce que vous en retenez là? Elles traduisent toute l'incertitude d'avenir, mais le premier trimestre, il n'est pas impacté par les droits de douane, donc on ne peut pas vraiment, là encore, avoir de réelle appréciation du risque microéconomique d'IPS. Donc, évidemment, les grands secteurs globaux, commerciaux, d'échanges, ils vont souffrir. Le luxe va évidemment énormément souffrir. Il l'a déjà souffert. Hein, mais, donc ça, on le sait. Après, certaines valeurs européennes ont quand même déjà beaucoup baissé, hein, des grandes valeurs industrielles, donc qui ont quand même des appareils de production mondiaux. Donc ça, il faut peut-être revenir dessus. Je parlais d'Airbus, bien sûr, choses comme ça. Après, il y a eu, pour avoir la big picture, c'est vrai que les valeurs dites défensives depuis le début de l'année ont été plébiscitées pour plein de raisons et essentiellement l'idée de l'incertitude. Donc on a des valeurs défensives assez chères aujourd'hui, alors que des valeurs cycliques industrielles qui étaient très plutôt perdues par les droits de douane, les échanges commerciaux mondiaux. Après, la banque a très bien fonctionné. Je pense que l'environnement est toujours assez favorable. Assez favorable parce que... C'est une petite rupture quand même. En Liberation Day, on a vu le secteur en Europe qui perdait 15-20% quand même. Oui, mais ça rebondit assez vite. C'est un secteur où il y a du bêta. Et c'est pas cassé alors? Bah non, puisqu'il y a la consolidation en Italie. Moi, je vois les résultats de Société Générale, qui est soi-disant l'animal le plus faible du secteur bancaire, qui a très bien rebondi. Donc, moi, je dirais que c'est un peu wait and see. J'ai pas beaucoup de réponses à donner du point de vue microéconomique. Là, il nous faut 1, voire 2 trimestres, au moins l'été. Parce que là, on pourra avoir des faits et des vrais discours de managers. Tous les managers disent qu'ils veulent pas de droits de douane. Hein. Ça, oui, non, ça. Alors, non, ils disent fixer les choses. Voilà. Fixer les choses, puisque je pense qu'ils ont tous compris qu'il y en aurait, mais fixer les choses. Quoi. Bien sûr. Arrêter la volatilité, ça, c'est ingérable. Sauf pour nous, gérants, la volatilité, c'est un ennemi. C'est pas un ennemi. Bah oui, et l'idée d'acheter et de vendre. L'idée du facteur taille, small is beautiful, plus c'est local, plus c'est petit en taille de capi, plus on est protégé peut-être de cette volatilité tarifaire. Après, les small et les mid européennes, c'est toujours un faux départ depuis 3-4 ans. Mais des business, la foncière française, elle n'est pas très concernée par ça. Donc oui, des secteurs très domestiques. Mais ils auront d'autres sujets, hein, parce qu'il y a la consommation. Oui, c'est ça. Franchement, la consommation des ménages américains, c'est 1,5-2 points facile prix. Et puis en Europe, elle se réveille toujours pas. Qu'est-ce qu'on attend à l'issue de cette saison de publication de résultats comme enseignement, Edmund, et notamment comment est-ce que les analystes vont faire leur travail de révision des bénéfices? Et est-ce que ce travail a commencé? Oui, bien sûr. Ils révisent en baisse leurs estimations. Beaucoup? Pas beaucoup, mais ça commence pour l'instant. Donc c'est clair que ça commence parce que même avant de voir le vrai impact des augmentations de droits, on commence à voir un ralentissement économique en cours. En Europe, aux États-Unis, c'est déjà le cas. Les investissements pour les sociétés, ils n'investissent pas. Ah ben non, tout est gelé là. Tout est gelé. Donc là, on voit cet impact.
Donc, c'est plutôt... Ils gèrent le bilan, ils gèrent les cash flows, mais pour les investissements, ça, c'est peut-être pour plus tard. Donc, ça commence. Hein. Et qui va souffrir le plus de ce point de vue-là? Enfin, parce qu'aux États-Unis, on a toujours cette croissance bénéficiaire quand même supérieure, ce qui fait aussi l'exceptionnalisme américain. Tout ce qui est lié à la consommation, à mon avis, parce que contrairement en 2022, comme on a dit Nicolas, effectivement, qui va payer le coût supplémentaire? S'il y a un coût supplémentaire payé, en 2020, 2021, 2022, c'était le consommateur. Clairement. Ouais. Mais cette fois-ci, je pense que c'est beaucoup moins le consommateur et plus les entreprises qui vont être obligées d'absorber une bonne partie de ces augmentations de coûts. La répartition du coût tarifaire supplémentaire sera plus équilibrée entre le consommateur final et les entreprises. Je pense. Y compris les entreprises qui exportent sur le marché américain, qui voudront garder des parts de marché et prendre sur leur marge. Les prix à la demande est beaucoup plus importante maintenant, je pense. Voilà. Donc je pense que après la première vague d'inflation, il n'y a plus de place pour le sac de luxe 2-3 fois le prix. Voilà. D'il y a 4-5 ans. Voilà. Nicolas, Non, mais c'est vrai que si on regarde toute la pub faite par les Chinois sur TikTok, Instagram et tout, avec les vidéos, on peut acheter les sacs de luxe, 10% du prix, venez en Chine. C'est vraiment incroyable, tout ça. C'est produit en Chine, en tout cas. Non, mais c'est sûr, la répartition de la charge pourrait être plus équilibrée, Nicolas? À voir. On va voir. C'est un travail de détail, ça, effectivement. Hein, mais... Oui, voilà. C'est vraiment difficile à dire. Le coût pour les consommateurs, les salaires qui continuent de progresser aux États-Unis. Mais le pouvoir de fixation des prix, le pricing power des entreprises n'est plus le même aujourd'hui. Trump va mettre une pression politique de malade sur les groupes qui montent les prix. Hein. Je pense qu'ils vont vite se retrouver convoqués à la Maison-Blanche du jour au lendemain. Ça va avoir un coût économique. Ouais. Un coût économique, forcément. Il y a une élasticité prix. On regarde le secteur automobile. Dès lors que les prix ont augmenté à cause de l'électrification, les normes, il y a moins d'acheteurs. Vous ne pouvez pas augmenter les prix, même les produits de luxe. Voilà. Il y a un moment, il y a une asymptote. Voilà, surtout pour les produits où on n'a pas besoin de les acheter toutes les semaines. Voilà. Parce que tout ce qui est, la bouffe, l'énergie... Plus c'est fréquent, Plus que fréquent, on n'a pas de choix. Okay. Mais une voiture... discrétionnaire. Voilà, si c'est discrétionnaire, quelque chose comme les meubles, les voitures, on dit on va garder notre voiture un an de plus. Oui, bien sûr. L'âge moyen du parc automobile en Europe a déjà beaucoup augmenté. Voilà. Bon, sur le plan de l'investissement, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a structurellement l'idée que le dollar va baisser, en même temps le marché américain a baissé, puis un peu rebondi. Enfin, c'est plutôt toujours ce que vous disiez, l'idée de redéployer ces allocations vers le reste du monde. Oui, et aussi vers les autres classes d'actifs. J'aime toujours les métaux précieux, malgré le fait que l'or remonte toujours aujourd'hui. Mais j'aurais aussi encore bullish sur l'or. Tout le monde est bullish sur l'or aujourd'hui. Mais bon, un peu moins maintenant. Je ne sais pas s'il reste quelqu'un sur Terre qui ne soit pas bullish sur l'or. Nous avions un objectif. Alors, moi, je me suis déjà trompé, mais pas vraiment, parce qu'avec le dollar, la faiblesse du dollar, en fait, là où oui, en euros, Voilà, exact. Non, mais 3300, je pense qu'on est là. Hein. D'accord. Donc on se calme un peu sur l'or. Je regarde plutôt l'argent parce que là aussi le côté de monde industriel qui reste important et il y a un déficit entre l'offre et demande globale que joue en faveur d'un prix d'argent un peu plus haut. Voilà. Ok. Sur l'investissement, un petit peu plus de zone euro, effectivement, mais on l'avait dit la dernière fois, via les convertibles, qui est une classe d'actifs qui est assez bien traversée. C'est petit, c'est tiny, c'est vraiment petit, mais bon, après les marchés européens, il y a toujours des petites idées. Le crédit se tient plutôt bien. Voilà. Ouais. Mais ça reste une bonne position d'attente, entre guillemets. Wait and see, et là, c'est ce que je vous ai dit, c'est un peu de convertible, un peu de crédit, quelques stock picking, mais pas de... Alors nous, on est assez bien investis, toujours, parce qu'on pense que dans les actifs réels, il y a de la valeur, mais on n'a pas de changement d'allocation drastique aujourd'hui. On n'a pas les capacités de prévision suffisantes. Nicolas, comme on le disait en citant Warren Buffett, c'est que la diversification est une protection contre l'ignorance. Je pense que ça fait tout son sens actuellement. Et pour nous, banque privée, en tant que gestionnaire de patrimoine, à ce moment, la diversification prend tout son sens. Diversification à travers les classes d'actifs, à travers les régions. Ça a été mentionné, c'est vrai qu'avec des valos toujours élevés aux États-Unis, si on regarde le MSCI USA comparativement au MSCI World sans les US, il y a vraiment un vrai gap. Donc ça permet d'essayer de
au sein de la classe action, d'essayer de capturer d'autres marchés. Nous l'avons fait en début d'année grâce au plan de relance. L'Europe. Est-ce qu'on va jusqu'en Asie, jusqu'en Chine? Justement, on parlait de la Chine tout à l'heure, ça a été ininvestissable pendant une bonne paire d'années. Est-ce que là, on se pose des questions différemment? Bon, le problème, c'est que cette incertitude sur la politique extérieure américaine, bon, c'est la raison pour laquelle on a commencé l'année avec une position neutre par rapport au marché émergent. On savait qu'il y allait avoir des tarifs, des droits de douane. De cette ampleur, certainement pas. Mais en tout cas, tant que ces droits de douane, en tout cas même de 145 à 565, on verra. Tant qu'on n'a pas le point d'arrivée. Voilà, ça reste difficile. Voilà. Donc nous, on est revenu à vraiment un point plus neutre. Ça nous permet de nous concentrer sur les objectifs à long terme de nos clients, de rendement et de risque. Malheureusement, c'est dur pour nous de ne pas pouvoir exprimer de fortes convictions, mais je pense que c'est tous le problème que l'on a actuellement. Donc, j'ai envie de citer mon prof de techno en 6e, quand il parlait des fils électriques, c'est moi pas connaître, moi pas toucher. D'une certaine façon, vaut mieux Non, mais c'est une position de gestion. Moi, je trouve que la neutralité, c'est aussi une décision et une position de gestion qu'on peut assumer, bien sûr. On a fait par exemple récemment le rebalancement du portefeuille, parce que suite à la décote, la partie action donc forcément avait diminué. On a rebalancé, on est revenu à un point un petit peu plus neutre. Voilà, ça fait du sens. Et des convictions, il y en a à droite et à gauche. Il n'y a pas un directionnel très fort. Bon. Warren Buffett, donc Nicolas a cité sa citation de Warren Buffett, je ne sais pas ce que vous en retenez. Il n'est pas mort, je précise, hein. Il est encore là, il a juste passé la main pour prendre un peu de temps libre, un temps de retraite à 94 ans. Mais je sais pas, il a marqué quand même, j'imagine, vos générations d'investisseurs. Oui, mais je pense honnêtement, je pense qu'il a envie de revenir au début. Parce que quand il avait un tout petit portefeuille, il pouvait mettre en place les stratégies de deep value qu'il ne peut pas aujourd'hui. C'est plus possible aujourd'hui. Donc je pense que dans sa tête, il voulait bien. Mais bon. Il va peut-être relancer une boîte de gestion, c'est ça, à 94 ans, redémarrer depuis Omaha. Qu'est-ce qui nous a appris? Je ne sais pas. Est-ce que son succès serait encore possible aujourd'hui, refaire ce qu'il a fait avec Berkshire Hathaway? C'est encore possible dans le monde aujourd'hui ou pas? Élevé à la sauce value. T'es très value, Igor. Bien sûr. Je pense que c'est vraiment un peu le nec plus ultra de la gestion, le plus dur aussi, et probablement quelque chose qu'il est beaucoup moins facile de faire avec les ETF, les pondérations. Donc, j'allais dire, c'est un monde qui... Bon, le marché est moins value. Il y a quand même moins de boîtes qui se payent vraiment sous la book value que c'est ça. De la cote, c'est ça. On les voit plus. La value, c'est après. Donc même la value d'aujourd'hui, elle est peut-être un peu moins value que ce qu'on trouvait il y a 10, 20, 30 ans sur les marchés. Mais ça reste le Graal pour moi de tout investisseur d'acheter un truc que personne n'a vu, pas cher, et puis qui monte. C'est comme avoir un c'est une satisfaction. On achète quelque chose et puis il gagne 3 courses et il vaut 10 fois le prix. C'est un peu pareil. Ma citation de Warren Buffett, c'est Price is what you pay, value is what you get. Voilà, ça c'est le mantra de l'investisseur value. Merci beaucoup, messieurs. Nicolas Sopel qui était avec nous, Cointet Banque Privée, Edmund Ching, BNP Paribas Wealth Management et Igor Demac, Vital Épargne. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'autonomie stratégique et financière de l'Europe. Nous en parlons avec Marc Lefebvre, directeur Europe de l'Ouest de Scope Rating. Bonsoir Marc. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes également président de Place des investisseurs, double casquette, mais c'est quand même la casquette Scope Rating qui nous intéresse ce soir. Agence de notation pan-européenne, on en a régulièrement parlé avec vous à cette antenne, Marc. Enfin, c'est même plus que ça. Vous êtes aujourd'hui au cœur du système européen des marchés de capitaux. Vous aviez déjà des mandats pour notation de la part de la Banque Centrale Européenne, du Mécanisme Européen de Stabilité. Dernière en date, c'est la Banque Européenne d'Investissement qui vous a attribué ce mandat pour notation en Europe. Tout à fait. Et ça, c'est une victoire très importante, parce qu'on sait très bien que la BEI est présente dans beaucoup de projets sur tout le territoire européen, dans sa grande capacité.
Donc c'est effectivement quelque chose que l'on poursuivait depuis des années, qui maintenant arrive. Il y a un véritable momentum, soyons francs, depuis le début d'année. Cette autonomie stratégique et cette souveraineté renforcée, souhaitée par l'Europe, face au contexte géopolitique que l'on connaît, se renforce. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'instances européennes et nationales souhaitent nous mandater pour ne pas dépendre justement des acteurs américains. N'oublions pas que Scope est la seule alternative véritablement crédible au niveau européen. Il y a d'autres agences européennes, mais beaucoup plus petites, et sur seulement certains secteurs. Nous sommes sur tous les secteurs et toutes les classes d'actifs, que ce soit les corporates, les souverains, les sub-sovereigns, donc les régions, mais également les financements structurés, les financements de projets. Et cette diversité fait notre richesse. Et aujourd'hui, effectivement, les instances européennes se dépêchent de nous mandater. Personne ne veut être la dernière. Quel a été le moment de cristal? Parce que dès le départ, on en a parlé avec vous, Marc, et vous nous avez très bien expliqué pourquoi c'était important d'avoir une agence de notation européenne et pan-européenne qui prenne en compte des caractéristiques, des spécificités européennes, qu'on ne soit pas uniquement noté par 3 grandes ou 4 grandes agences de notation qui appartiennent au monde anglo-saxon, que c'est pas la même façon de noter, de regarder les entreprises, etc. Mais cet argumentaire était valable il y a déjà 5-6 ans. Marc, qu'est-ce qui a cristallisé les choses, là? Alors, c'est exactement. Le prisme que l'on donne et la diversité sur le risque de crédit, c'est une diversité qui va prendre en compte les écosystèmes européens. Donc, ça va être l'aspect culturel, l'aspect financier. Et donc, c'est tous ces éléments qui font qu'on intéresse les deux parties de l'équation, émetteurs-investisseurs, puisqu'on regarde ces objets que sont par exemple les entreprises ou les instances européennes avec une perspective différente. Donc ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ça s'accélère? C'est tout d'abord l'obtention du statut ICAF, Eurosystem Credit Assessment Framework, que la BCE nous a attribué après, je le rappelle, près de 5 à 8 ans de travaux et près de 60 millions d'investissements pour l'obtenir. Donc c'est pour ça l'on dit sans arrogance aucune que la barrière à l'entrée est colossale et on ne voit pas d'autres agences européennes avoir ce statut. On est les seuls. On en est très fiers. Donc vous avez 4 drapeaux américains et enfin un drapeau européen. Et ça, je dirais que c'était le Graal que nous attendions. Donc ça nous a pris un certain nombre d'années. Nous l'avons eu en novembre 2023 et ça a encore pris 13 mois complémentaires jusqu'à décembre 2024 pour que les notes de Scope, les notations de rating de Scope soient véhiculées dans les systèmes de la BCE. C'est maintenant chose faite, et ça a été effectivement un game changer. Donc ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, ce sont les troubles géopolitiques croissants, cette nouvelle régionalisation face effectivement aux États-Unis qui sont en train de quitter l'Europe. Eh bien, on voit une phase d'autodétermination qui se renforce, avec probablement une défense commune, une coordination budgétaire renforcée, évidemment une amélioration extrêmement importante du capital pour les entreprises et les ménages, donc cette fameuse union des marchés de capitaux redénommée l'union de l'épargne et de l'investissement qui doit maintenant enfin trouver naissance, puisque tout ça, ça fait un moment, ça fait 10 ans. Donc on a en tête les rapports L'État, les rapports Noyer, Draghi. Donc tout ça, ça avance. Draghi, pardon. Tout ça avance, mais maintenant il faut effectivement concrètement y arriver. Et donc nous, on s'inscrit totalement dans cette désintermédiation du financement. Vous qui connaissez bien ces arcanes européennes, institutionnelles, Marc, parce que, encore une fois, l'Union des marchés de capitaux, alors ils changent le nom au moment où on a tous appris ce que c'était que l'Union des marchés de capitaux, mais entre nous, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on en parle de l'Union des marchés de capitaux. Le rapport des 5 présidents, il existe, je crois, depuis 2015, au moins. Qu'est-ce qui vous donne cet espoir que, ça y est, cette fois, c'est le moment où on va pouvoir compléter enfin cet étage important de la construction européenne. Le terrain politique est favorable aujourd'hui à une nouvelle avancée en la matière, parce que le fait d'en parler, ça ne fait pas forcément avancer les choses. Je ne dis pas que ça fait reculer les choses, mais ça ne fait pas avancer concrètement beaucoup plus le dossier aujourd'hui. Très clairement, la situation géopolitique qu'on vient de rappeler, ça va être l'accélérateur. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. On ne peut plus, sur le sujet financier, laisser des sociétés américaines décider du coût du financement. Et donc là, il y a une prise de conscience réelle à tout niveau qui fait que
Mais la situation va changer. Ouais. Donc on va pouvoir accélérer cette délivrance de l'union de l'épargne et de l'investissement, mais également toute cette notion de désintermédiation du financement dont on a parlé plusieurs fois dans votre émission, sur laquelle les sociétés et les États, mais également les régions, on le voit, aujourd'hui très endettés, vont devoir d'une façon ou d'une autre faire appel davantage au marché pour se financer, puisque l'État sera moins présent. Et on reparle de la titrisation, des marchés de titrisation, etc., pour apporter effectivement une fluidité dans ces mécanismes de financement. À la clé de tout ça, c'est un coût de financement global qui peut baisser, franchement, pour les entreprises européennes, c'est ça Un coût de financement qui peut baisser, et je dirais un juste coût. Aujourd'hui, le fait d'avoir des acteurs américains qui peuvent moins bien appréhender le risque des sociétés ou des États... Ça implique un surcoût. Ça implique un surcoût. Après, on a des différences méthodologiques. Pour mémoire, on n'a pas de cap automatique souverain. C'est-à-dire que si la France venait à être dégradée, ou prenons plutôt du Sud, donc on peut très bien noter une corporate italienne mieux que l'État italien. Voilà. Et donc ça pourrait arriver en France également. Ouais. Donc ça, je dirais que c'est des spécificités qui font que le juste coût, bien, vous pouvez le trouver avec nous. Et c'est ce vers quoi les sociétés de plus en plus, ou les instances qui font appel à nous, s'orientent. Parce que si on revient sur le rôle crucial que nous jouons, avec cette perspective européenne différente, c'est qu'on va contribuer à une plus grande diversité. Et ça, tout le monde l'appelle de ses voeux. Mais c'est également améliorer la gestion des risques pour les investisseurs. Et ça, c'est au cœur de leur stratégie et de leur raison d'être. Et puis, c'est contribuer à un système financier plus stable. Cette stabilité, à titre illustratif, pendant la crise du Covid, on ne s'est pas précipité pour dégrader, contrairement aux Américains, tel secteur et l'intégralité du secteur parce qu'il y avait des doutes. On va avoir une analyse beaucoup plus fine au cas par cas. Et ça, c'est une grande différence. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas dégradé des sociétés pendant le Covid. Mais en tout cas, pas de façon massive. Ouais. Rappelons les chiffres. Hein, S&P et Moody's, c'était près de 40 à 50% dans les premiers jours. Donc, alors que si là aussi on prend un illustratif... On ne fait pas dans le détail, quoi. On ne fait pas dans le détail. Ouais. Si vous prenez Air France ou Lufthansa, on sait très bien que ces sociétés seront toujours supportées par l'État. Ouais. Bon, c'est peut-être ce qui manquait dans l'analyse américaine. Ouais, j'entends. Intéressant, hein. Au moment où on se pose des questions sur le statut du dollar en tant que monnaie de réserve, alors le dollar restera une monnaie de réserve tant qu'il n'y aura pas d'autre alternative, mais l'euro peut grignoter des parts de marché, j'imagine, là aussi, hein, au sein du système monétaire mondial. Tout à fait. L'ambition de Scope, évidemment, on commence par l'Europe puisque nous sommes pan-européens, mais à terme, c'est d'aller vers les vastes frontières et d'être l'une des grandes agences mondiales, l'une des 2-3 plus grandes agences mondiales. Ouais. Donc n'oublions pas que nous n'avons qu'une douzaine d'années d'ancienneté. Ouais. Ce qui est encore un jeune enfant. Franco-allemand à l'origine ? Franco-allemand, plutôt allemand. Plutôt allemand. Franco-allemand. Merci de le rappeler. Pourquoi ? Parce que en fait, de très très gros clients sont maintenant plutôt sur la France. On a également des actionnaires. Les derniers actionnaires à avoir rejoint Scope, ce sont AXA, BPCE, Crédit Agricole. Je peux vous assurer qu'il y en a d'autres qui arrivent, qui vont arriver dans les prochains mois. Mais il y a un équilibre franco-allemand qui s'est créé. Il y a un équilibre réel qui s'est fait. On a également une présidente qui est française. On a le patron de l'agence que vous connaissez, Guillaume Jolivet, qui est français. Donc tous ces éléments font qu'effectivement, cette stratégie franco-allemande, aujourd'hui, est très, très payante. D'ailleurs, quand on voit les quotes sur l'accord de coalition, puisque c'est d'actualité aujourd'hui, une petite quote, nous exploiterons toutes les possibilités pour renforcer la capacité d'action et la souveraineté stratégique de l'Union européenne. Pour nous, c'est du... Tu pain béni. Ah bah là, c'est béni, du petit lait. Si on reprend Emmanuel Macron et le chancelier Scholz, donc là, c'est plus de l'ère précédente, mais c'est important. Ensemble, nous plaiderons en faveur du renforcement de la souveraineté de l'UE et de la réduction de nos dépendances critiques. Donc voilà. C'est sûr que le financement est au cœur de tout. Et il y a une dépendance, effectivement, de ce point de vue-là, dont il faut se libérer. Mais c'est bien. Le chiffre, le chiffre, c'est plus de 92% sont aux mains, des notes en tout cas, sont aux mains des Américains. Ouais. Donc heureusement qu'il y a un champion européen qui s'appelle Scope, qui est là pour lutter contre cet oligopole. L'Airbus de la notation financière. Tout à fait. Une construction européenne par nature. Merci beaucoup, Marc. Merci d'être venu évoquer ces sujets d'autonomie stratégique. Il y a toute la partie industrielle. La finance est aussi une industrie. L'autonomie financière, c'est aussi un pilier de l'autonomie stratégique dans son ensemble. Marc Lefebvre, directeur Europe de l'Ouest de Scope Rating et président de Place des Investisseurs, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.